Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir de nouveau Claudia Luki. Bienvenue. Bonjour. Dans la continuité de nos émissions précédentes, nous allons poursuivre un petit peu notre voyage en Asie, et plus précisément en Chine, un grand pays dont nous allons voir qui représente plein de surprises. Et nous allons voir un petit peu le parcours que Claudio a traversé également au niveau universitaire et comment il se projetait et comment il se projette plutôt, disons, à l'avenir. La dernière fois, nous avons un petit peu parlé des fameux idéogrammes, nous avons parlé des sceaux, mais nous avons aussi parlé en toute première partie, effectivement, de votre parcours universitaire. Mais effectivement, la première chose que l'on pourrait voir aussi dans vos tableaux, petite parenthèse avant l'intégration universitaire, c'était par rapport à vos tableaux et l'influence que vous-même vous avez dans la réalisation de vos toiles. Si on regarde un petit peu plus près, on remarque que l'architecture que vous avez illustrée sur certains de vos tableaux ressemble plus à un style occidental. Pourquoi être allé chercher finalement des éléments si loin de votre nouveau pays d'accueil ? C'est justement une question très importante parce qu'elle est directement liée à l'individualité, à l'identité personnelle. Et c'est une question avec laquelle j'ai dû me battre pendant les 2 premières années de mes études. Parce que, comme nous avions déjà dit, le premier pas dans l'apprentissage de la peinture chinoise, c'est la copie des anciens maîtres. Et je me suis donc retrouvé, moi qui viens de l'Europe centrale, je me suis donc retrouvé à apprendre et à copier à partir de maîtres et de chefs-d'œuvre de la Chine ancienne. D'accord. Donc d'une culture qui n'a pratiquement rien en commun avec la mienne. Et de là s'engendra une certaine relation de conflit parce que j'étais un peu divisé, un occidental en bref qui apprend un système artistique oriental. Et à un certain moment, je réalisais que d'une manière ou d'une autre, je n'avais plus le choix, je devais me retrouver. Bien sûr. Et c'est une coïncidence très intéressante. Je ne le savais pas à l'époque, mais plus tard, en lisant un très fameux traité de peinture écrit par l'un des plus grands maîtres de la peinture chinoise, qui s'appelle Shi Tao, je réalisais que j'étais presque en train de suivre son cheminement très particulier. Je conclus que je voulais que la pensée philosophique soit la base de mon art et de mon orientation artistique. En un deuxième temps, je réalisais qu'il était très important, avant de faire quoi que ce soit, de comprendre qui je suis, d'où je viens, quelles sont mes racines spirituelles, artistiques, culturelles, ethniques, traditionnelles. Au sens familial, mais également dans un sens plus large, au sens des peuples desquels je suis issu. Et pourquoi tout ce cheminement? Parce que une œuvre vraiment réussie est une œuvre dans laquelle on retrouve l'auteur. L'œuvre reflète l'auteur, l'auteur reflète l'œuvre. Un auteur qui ne se connaît pas, qui ne sait pas qui il est, qui ne s'accepte pas comme il est et qui n'est pas conscient de ses racines ne sera jamais capable de créer une œuvre complète qui puisse bien le refléter. D'accord. Voilà également pourquoi maintenant, à un certain moment, je réalisais que je devais dépeindre l'architecture traditionnelle européenne, parce que ça, c'est moi. L'architecture chinoise, oui, elle est très belle. Elle est admirable, elle est fascinante, mais elle ne m'appartient pas. D'accord. Et je ne la connais pas comme je connais l'architecture occidentale. Donc, Il en va de même pour les paysages, pour les animaux,
pour les personnages et les costumes que l'on retrouve dans mes tableaux. Donc finalement, c'est quand même, je trouve que c'est un fabuleux, comment dirais-je, un fabuleux mélange de deux cultures pour retrouver finalement, effectivement, les traits qui vous sont propres à vous, par rapport, effectivement, à ce pays qui vous accueille, qui vous accepte en tant qu'invité, qui vous laisse une place, mais également par rapport, effectivement, à ce qui vous définit et ce qui vous a construit dans votre identité. Oui, absolument. Et ce qui a été également très encourageant, c'est mes enseignants qui, au lieu de me dire, au lieu de me confiner à un art strictement chinois, m'ont au contraire poussé à y mettre du mien. Je me souviens d'un maître qui justement nous faisait étudier le style ancien. Et il s'agissait, pendant son cours qui durait 4 semaines, si je me souviens bien, il s'agissait avant tout de réaliser une copie d'une œuvre existante. Et ensuite, en se basant sur cette copie, de créer un travail propre. D'accord. Quand j'en arrivais au point de créer mon propre travail, ce maître-là vint me voir et me conseilla fortement d'insérer de l'architecture européenne dans mon travail. Donc effectivement, c'est aussi une très belle ouverture, je veux dire, dont il a fait preuve. Et effectivement, c'est aussi ça l'art d'être sensible effectivement à plusieurs horizons, plusieurs événements qui ne sont pas forcément propres à notre environnement immédiat, mais qui peuvent remonter à notre passé, à notre histoire. Donc effectivement, oui, c'est une très très belle chose. Et en parlant effectivement d'art, comment, d'un point de vue chinois, on peut percevoir les œuvres occidentales? J'imagine qu'il doit y avoir aussi des réflexions qui sont portées effectivement à l'autre bout du continent. Oh oui, et même de façon systématique, parce que un cours obligatoire que tout étudiant universitaire chinois doit prendre s'il fréquente une académie ou un institut d'art, c'est un cours d'histoire d'art occidental. C'est génial parce que ça leur permet d'avoir d'autres visions qui peuvent enrichir leur propre création. Quelque part, c'est juste. C'est très judicieux comme choix. Oui. Maintenant, pour aller plus loin, c'est sûr que dans le contexte de la peinture chinoise, il n'est pas aussi facile d'avoir un contact ou de se faire une bonne vision des arts occidentaux, puisqu'il s'agit justement d'une discipline aussi traditionnelle. Par contre, si on se dirige vers les étudiants de design, d'architecture, de sculpture, là, l'approche et le contact avec les arts occidentaux est beaucoup plus systématique et profond parce que toutes ces disciplines viennent justement de l'Occident. À part la sculpture, parce que la sculpture est tout aussi chinoise qu'elle peut être occidentale. Bien sûr, oui, même africaine d'ailleurs. On en retrouve de tous les domaines un petit peu partout. Absolument, oui. D'accord, donc finalement, de ce que vous avez vu, ça reste une très belle ouverture d'esprit encore, là aussi une fois. Oui. Mais vous, un petit peu, ça fait combien de temps que vous êtes en Chine? Alors là, 4 ans maintenant. Et pour vous, quelles sont les impressions que vous en retirez? Qu'est-ce que vous ressentez en étant finalement entre deux ensembles et deux identités culturelles quand même assez distinctes? Je ressens beaucoup de fatigue. Comment ça? Ça a été fatigant parce que j'ai passé 4 ans dans le même environnement sans jamais m'en détacher. Alors, je suis arrivé à Nanning le 20 septembre 2012 et depuis lors, je n'ai jamais quitté, alors jusqu'en septembre de cette année, je n'ai jamais quitté la Chine. D'accord. Je suis toujours resté dans le même environnement d'études et de travail. Et après 4 ans, j'étais épuisé. En même temps, la famille aussi, je veux dire, des fois, c'est bon aussi de retourner aux sources pour justement renouveler aussi une certaine forme d'inspiration. Oui, c'est juste, c'est absolument exact. Peut-être que l'impression la plus nette qui me vient à l'esprit quand on me pose une question comme ça, c'est l'amiabilité du peuple chinois. Les Chinois sont très ouverts, très accueillants. Je me souviens plus particulièrement quand, pendant les premiers mois après mon arrivée, ce fut très difficile parce que je devais tout apprendre.
les usages, les habitudes de vie, le mode de vie, la nourriture, le climat, même la façon de s'habiller, tout est différent. Et apprendre tout ça à la fois, c'était vraiment très pénible, mais il y avait toujours les camarades de classe prêts à m'aider ou à traduire ou à Mais ils étaient là pour vous seconder, en fait, hein, en même temps, pour un petit peu anticiper aussi vos besoins, puisqu'effectivement, c'est difficile de s'exprimer au départ quand on n'a pas du tout le même référentiel, ni linguistique, ni au niveau de l'écriture. Et du coup, au niveau de la poursuite de vos études, comment voyez-vous cela? Ah bon, oui. Alors, j'ai déjà entamé le 2e cycle universitaire, le master. C'est 3 ans, et c'est toujours auprès de la même université. Et donc, ça va de 2016 jusqu'à 2019. D'accord. Oui. Donc, pour le second cycle, il resterait encore 3 années. Exactement. On voit un petit peu. Et finalement, une petite question encore, mais là, ça peut être un peu plus personnel. Donc, vous avez exprimé maintenant quand même en mandarin. Oui. Quand vous êtes en Chine. Oui. Comment maintenant voyez-vous un petit peu, enfin, qu'est-ce que c'est que d'apprendre le mandarin? Comment le regard que vous avez, peut-être que votre regard sur nos sociétés occidentales a peut-être changé. Peut-être que vous avez une ouverture supplémentaire que nous n'avons pas forcément, enfin, dans la majorité des cas. Comment voyez-vous cela? Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur ce point. Un point intéressant est le suivant. La plupart des universités, des écoles chinoises, quand elles accueillent des étudiants internationaux, s'attendent à ce que ces étudiants fassent 1 an d'études linguistiques avant d'entamer leurs études. D'accord. C'est très intéressant en soi, mais c'était trop pour moi. Parce que si j'avais pris un programme de ce genre-là, j'aurais dû étudier 5 ans au lieu d'étudier 4 ans. Puisque l'étude de la peinture, le premier cycle universitaire qui en anglais s'appelle le bachelor's, puisque le système éducatif chinois est basé sur le système anglo-saxon, puisque ce cours-là durait 4 ans, j'aurais dû faire 5 ans si on y ajoutait 1 an d'études linguistiques. Heureusement, l'université auprès de laquelle je m'étais inscrit, elle ne posait pas cette condition. D'accord. J'avais donc la chance d'apprendre la langue en milieu d'études et directement dans mon champ d'études. Donc en immersion finalement directe. En immersion directe. Certains diront que c'était peut-être plus pénible au début, c'est peut-être le cas, ça pouvait être plus difficile au début, mais en fin de compte, à long terme, je crois que c'est meilleur. Également parce que j'ai été très chanceux, j'étais le seul étudiant, je suis encore aujourd'hui, en ce moment, le seul étudiant international de ma faculté. Donc, j'étais dans une classe où il n'y avait que des étudiants chinois. Et ce sera peut-être un peu espiègle ce que je vais dire, mais l'autre bon point, c'est que le niveau d'anglais de tous mes camarades et de tous mes enseignants est très mauvais. Parce que la peinture chinoise n'a absolument aucun lien avec l'anglais. Et puisque donc l'anglais et la peinture chinoise sont tellement déconnectés, c'est très difficile pour ces étudiants et pour les professeurs aussi de vraiment s'intéresser et d'avoir le temps d'aller étudier l'anglais. Et alors, je n'avais plus le choix, je devais absolument apprendre le mandarin. Également parce que apprendre la peinture chinoise en mandarin, apprendre la peinture chinoise en anglais, c'est vraiment très difficile. Probablement que ce n'aurait été peut-être que superficiel, puisque effectivement, on n'exprime jamais aussi bien ses propres émotions et ses propres sentiments que dans sa langue maternelle. Exactement. Là où l'anglais ne fait qu'effleurer, on parle plutôt de l'anglais international, là où l'anglais international ne fait qu'effleurer et n'offre qu'une vision grossière de certaines choses, les langues maternelles ne pourront jamais être, supplantées par un anglais. Donc effectivement, quand on veut apprendre l'art dans un pays en question, il est toujours mieux d'en apprendre la langue d'origine, plutôt que de passer par l'anglais, puisque ça permet effectivement, en plus d'entretenir quand même une certaine diversité culturelle et de participer à sa préservation, ça permet effectivement la meilleure transmission d'un savoir-faire, puisqu'il y a aussi un vocabulaire qui est propre et qui a été créé probablement qu'en mandarin
pour désigner certaines techniques et qui n'ont pas d'équivalent en anglais, tout comme il n'y a pas d'équivalent de certains mots français pour désigner certaines choses en allemand ou inversement. Donc, exactement. C'est très important. Donc, c'est au contraire, c'est une richesse supplémentaire parce qu'effectivement, l'avoir fait peut-être qu'en anglais serait aussi incité à une certaine forme de paresse intellectuelle dans le sens où peut-être que vous n'auriez pas développé aussi bien vos compétences en mandarin. Donc, effectivement, la transmission est encore plus authentique. C'est une très très bonne chose. Absolument. Mais en même temps, on vient de parler tantôt de quelques pays d'ailleurs, au gré de la discussion. Mais concernant la Chine, est-ce que la Chine forme un ensemble ethnique homogène ou est-elle composée de plusieurs ethnies? Et à quel pays, un petit peu, ou quel ensemble de pays pourrait-on la comparer si cela avait lieu d'être? Oui. Pour une personne ou pour un occidental mal informé ou moindrement informé, la Chine se présente comme un pays uni avec un seul peuple qui est le peuple chinois. C'est une grosse erreur. Oui, il est bien correct de dire qu'ils sont tous chinois, ça c'est bien correct. Ce qu'il ne faut pas oublier par contre, c'est qu'il s'agit d'un regroupement de différentes ethnies. En Chine, l'ethnie majoritaire est le groupe ethnique Han, oui. D'où vient justement la dynastie des Han. Elle s'appelait comme ça parce que les régents étaient de ce groupe ethnique. C'est le groupe majoritaire. Ensuite, on dénombre 56 minorités ethniques qui appartiennent toutes à la Chine. La plus grande de ces minorités ethniques est le peuple Zhuang et qui vit principalement dans la région du Guangxi, qui est la région dans laquelle j'habite et j'étudie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il s'agit d'une région autonome et non pas d'une province. D'accord. Parce qu'elle est autonomement gérée par cette minorité. D'accord. Donc du coup, toutes ces minorités ont leur propre langue, leurs propres coutumes, leurs propres usages. Leur propre idéogramme peut-être? Vous me posez une bonne question là. Sait-on jamais? Après, je veux dire, c'est... J'ai cru comprendre qu'il existe des idéogrammes que l'on emploie en cantonais, mais que l'on n'emploierait pas en mandarin. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas eu lieu de vérifier cette question. Par contre, ce qui est bien comique, c'est que quand tout ce beau monde s'en va à l'université, et on parle de centaines de milliers d'étudiants qui, à chaque année, à travers toute la Chine, entament des études universitaires, eh bien, il y a parfois des difficultés de communication, même si tout le monde parle en mandarin. D'accord. Un peu comme des langues régionales ou des dialectes régionaux, je veux dire. Effectivement, des fois, on a du mal à comprendre certaines expressions. Même si on va dans l'Empire anglo-saxon, tout le monde peut parler anglais, mais les expressions sont totalement différentes, comme d'ailleurs avec le français aussi. Oui. Nous avons des différences d'expression pour désigner certaines choses communes, donc où ça peut inciter justement à certains quiproquos d'ailleurs. Donc ça c'est universel, je dirais. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est proprement humain, disons. Donc finalement, pour clore un petit peu cette émission, donc vous, dans votre perception au plus profond, est-ce que vous avez un petit peu changé votre fusil d'épaule pour notre société, ne serait-ce que la société de consommation? Est-ce que vous avez d'autres manières de voir les choses maintenant? Est-ce que vous avez un recul un peu plus grand maintenant? Est-ce que vous vous sentez grandi de ce nouvel échange, tout simplement? Oh, sans aucun doute, oui. Oui. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Une chose que l'on peut dire, c'est après avoir tant voyagé, on voit les méfaits de la globalisation un peu partout. On ne peut pas le nier, la globalisation est quelque chose d'extrêmement destructif qui attaque toutes les cultures et toutes les sociétés et qui a cette tendance à tout homogénéiser et à effacer tout trait caractéristique. Les Chinois d'ailleurs commencent à s'en plaindre parce qu'ils commencent à réaliser que l'architecture de leur grande métropole ne diffère, à part pour les édifices anciens,
tous les nouveaux édifices ne diffèrent en rien des édifices des grandes métropoles occidentales. Et il y a justement des Chinois qui ont commencé à soulever ce problème. Parce que, oui, c'est vraiment intéressant. C'est une question d'identité culturelle. On retrouve la même chose dans les vêtements, on retrouve la même chose au niveau des médias. Vous regardez la télévision chinoise, les spots publicitaires sont les mêmes que l'on retrouve en Amérique du Nord, à part qu'ils sont en mandarin. Donc c'est pour ça que je vous saluais d'ailleurs très respectueusement d'avoir appris le mandarin, effectivement, et d'avoir voulu faire l'effort d'aller au plus près de la culture chinoise au lieu de passer effectivement par un anglais international pour effectivement encourager cette diversité, ce que je disais tantôt. Donc c'est vrai que c'est peut-être comme ça qu'on devrait peut-être avoir une certaine approche vis-à-vis des pays quand on s'installe au niveau de la langue. C'est aussi l'importance des débats qui d'ailleurs est sensible un petit peu partout d'ailleurs sur la planète, à juste titre d'ailleurs. Mais c'est une très très belle ouverture d'esprit. En tout cas, sachez que j'ai été très heureux de vous recevoir, j'ai été très heureux d'échanger avec vous, c'est très intéressant. Et puis, lorsque vous retournerez en Chine, peut-être que nous aurons le temps de faire encore des émissions, ce serait génial d'ici là, mais nous verrons ça. Je vous souhaiterais en tout cas un très beau retour, et puis de bien profiter de cette immense expérience culturelle. Donc, chers téléspectateurs, merci à vous encore une fois de votre assiduité et de votre présence. Nous sommes très heureux donc de partager encore cette belle émission Art, Artistes et Artisans sur les plateaux de TVC7. D'ici là, donc, passez une très très belle fin de journée, une belle fin de semaine, et puis nous nous revoyons très bientôt à la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir.